Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba en proie à un drame. Une jeune bachelière y a perdu la vie après avoir subi une intervention chirurgicale. Sa famille crie au scandale et évoque une négligence médicale. Pas de réaction pour le moment du côté de la direction de l'hôpital. La commune de Fatick éprouvée par de fortes pluies qui se sont abattues dans la zone. Résultat, plusieurs quartiers inondés et de nombreuses familles qui ont dû abandonner leur domicile. L'aide urgente des autorités est sollicitée. Abdou Karim Fofana annonce des contrôles réguliers pour veiller au maintien des prix des denrées de grande consommation. Déclaration faite par le ministre du Commerce ce jeudi en marge des assises du MEDES. Et puis prothèse poussiéreuse, le continent au cinéma. À la une de votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, l'auteur Sayer Matiba donne la parole à une bande d'amis ayant en commun une passion pour le 7e art. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le décès de la jeune Mané Mbodj, admise à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Alors qu'elle était à terme, la jeune bachelière décédera peu de temps après avoir subi une intervention chirurgicale. Sa famille accuse le personnel soignant de négligence et réclame justice. La direction de l'hôpital dit attendre le rapport du ministère de la Santé qui est entré en action dès que la nouvelle s'est répandue. Les détails, c'est avec Pape Balagay. Couche à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni crée la polémique dans la ville-centre de Touba. Mané Mbodj, nouvelle bachelière âgée de 23 ans, est décédée des suites d'une intervention chirurgicale selon son frère. Wali Mbodj, puisque c'est de lui qu'il s'agit, affirme que sa sœur, enceinte de 7 mois 3 jours, souffrait d'un problème de tension. Transportée au district de santé de Mbacké le vendredi, elle a été transférée à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. 48 heures après, elle est décédée lors de son opération, une chose que la famille ne digère pas et réclame la lumière sur cette affaire. On entendait les gens dire si l'intervention n'était pas faite, nous allions perdre la mère et le bébé. Mais de toute façon, ce que l'on veut, c'est qu'ils nous disent réellement ce qui s'est passé. Si c'est l'opération qui s'est mal passée ou son décès est lié à la tension. Si c'est possible, nous ferons en sorte qu'il y ait une autopsie. Le bébé sauvé, la fille inhumée le lundi, la famille pleure toujours et dénonce une certaine négligence de la part du personnel de santé. Certains se permettaient de faire des photos WhatsApp entre autres malgré les appels de ma mère entre autres. À la porte, les gardes nous bloquaient le passage. Le médecin avait clairement dit de ne pas l'opérer. Malgré les explications de ma mère, elle n'a voulu rien entendre. Nous ferons tout le nécessaire pour que lumière soit faite dans cette affaire. S'il le faut, porter plainte. La direction de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, contactée, ne souhaite pas se prononcer pour l'heure en attendant la mission du ministère de la Santé pour élucider cette affaire. Plusieurs quartiers de la commune de Fatick sous les eaux après les fortes pluies de ces 2 derniers jours à Dar es Salaam, à la cité émetteur à Darel ou encore dans une partie des Pelga. Eh bien, c'est le même constat. Des familles entières ont dû quitter leur maison. Dans les villages également, les champs de mil ont été envahis par les eaux. Le point, c'est avec Aminata Goudjabi et Karim Bey. Cette route fait partie des mieux fréquentées de la commune de Fatick. Depuis 2 jours, il est impraticable. Le bassin de rétention aménagé juste à côté est débordé. Il a beaucoup plu ces dernières 48 heures sur Fatick. De nombreuses maisons aux alentours inondées. Tout le quartier est submergé. Le canal qui évacuait l'eau est saturé en ce moment. Le bassin où il déversait est complètement débordé. Il est presque impossible de voir la route. Tout est submergé et c'est vraiment difficile. Ici, à la cité émetteur, la situation n'est pas non plus reluisante. Dans cette maison, l'eau des pluies est entrée jusque dans les chambres. Depuis 2015, je suis là, mais c'est la première fois que je suis confronté aux inondations. C'est vers les coups de 7 heures que je me suis rendu compte de la présence de l'eau. Présentement, toutes les chambres sont inondées. C'est vraiment difficile.
Les eaux des pluies trônent sur toutes les ruelles de ce paisible quartier de la commune de Fatick. Les sinistrés des inondations évoquent une absence totale de canalisation. Non, il n'y en a pas parce que c'est de ça là qu'on devait parler. Parce que normalement, on a mis juste un bassin à côté et le bassin là n'a pas une grande dimension. Il suffit qu'il fasse une petite pluie pour que le bassin soit plein et déverse son eau dans le quartier. Normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre une canalisation. Vraiment, on secourt. Parce que si vraiment la pluie se répète aussi, ça peut arriver des dégâts très difficiles. Nous sommes fatigués. Nos maisons sont inondées, les rues sont inondées. On ne peut pas vaquer à nos occupations. Nous demandons surtout l'aide aux autorités municipales parce que ce sont nos premières autorités. Après l'autorité municipale, il y a le départemental. Les élus locaux étaient au chevet des victimes d'inondations. J'ai fait un tour de maison pour partager mes sentiments de compassion à la population et les solutions qui pourront être préconisées. Ce n'est pas tout simplement de drainer les eaux après chaque pluie, mais il faut quand même mettre en place un réseau sérieux d'assainissement. Bon, ils l'ont fait en mettant en place un bassin ici à côté tout juste. Et donc il faut comprendre que l'eau ne passe pas normalement. D'autres localités de la région sont également touchées. À Sokone, plusieurs maisons sont submergées. Dans le village de Faïl, situé dans la commune de Diouroup, ce sont des champs de mil qui sont envahis par les eaux. Allez, on quitte le Sine Saloum pour le Bawol, destination Bambey, plus précisément dans le quartier Kermas souffre des inondations. Les fortes pluies enregistrées la nuit dernière ont fait des dégâts. Sur place, les populations pointent du doigt les travaux de construction de la route Bambey-Cheitou et pour cause, à cause de ces travaux, justement, toutes les voies menant dans le quartier ont été fermées et les chantiers drainent l'eau vers les maisons. Les populations en colère ont fini par bloquer la route 1 heure durant. Le reportage est signé Babacar Diouf et Nongo Ndiaye. Avec des briques, de grosses pierres qui ont servi dans la construction de la route Bambey-Cheitou, les populations de Kermas, un quartier à la périphérie de la commune de Bambey, ont bloqué le passage. Elles ne peuvent plus accepter que leur quartier soit complètement fermé par les travaux de cette route. Pour montrer notre cri de cœur, parce qu'en fait, on a remarqué que la route qu'on est en train de construire de Bambey jusqu'à Gawane, en fait, l'entreprise qui détient les travaux, en fait, on dirait même qu'ils n'avaient pas prévu de faire des canaux pour l'évacuation des eaux pluviales. Le début du hivernage, on avait constaté des inondations énormes même, qui avait créé même des dégâts matériels. Le problème a été partout posé, mais c'est comme si les responsables ne voulaient pas apporter des solutions qui soulagent. Maintenant, à un moment donné, on avait signalé ça au niveau de l'entreprise, mais en fait, ils ne nous avaient pas écoutés. Donc, à un moment donné, on avait saisi l'autorité, le préfet, le commissaire de la police, en même temps aussi les chefs du projet. On avait eu une rencontre avec eux. Ils nous avaient proposé de mieux faire les travaux. Il a fallu l'intervention intelligente de la police pour amener les populations à dégager le passage. Le nouveau ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, s'engage à être le ministre de tous les acteurs de son secteur, conformément aux directives du président de la République. Une promesse faite au moment où les ménages subissent la hausse des prix. À ce propos, il annonce l'instauration de contrôles assez réguliers pour justement veiller au maintien des prix de denrées de grande consommation. Le point, c'est avec Marcel Farba-Maroun. C'est l'une de ses premières prises de parole, si ce n'est la première, depuis qu'il est officiellement installé à la tête du ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Abdou Karim Fofana est déterminé à mettre en œuvre la directive du chef de l'État basée sur l'union des acteurs du secteur. L'instruction du président de la République est d'être le ministre non seulement des consommateurs, mais aussi le ministre des commerçants et le ministre des producteurs, afin que l'on puisse aider toutes ces pans de notre économie à pouvoir tenir durant ces périodes, puisque le consommateur, le producteur, le commerçant sont les doigts d'une même main, ce sont des Sénégalais, et notre rôle, c'est aussi d'aider, d'encadrer et de soulager les personnes les plus vulnérables à travers la réglementation, mais aussi le contrôle des prix. Donc nous y travaillerons avec les entreprises. Des entreprises et plus amplement des populations qui font face à la crise économique que traversent quasiment tous les pays du globe, malgré les soutiens de l'État.
Sur divers plans, l'inflation continue d'inquiéter. Un contrôle régulier s'impose alors afin de faire appliquer des prix fixes. Aujourd'hui, il faut le dire, il n'est pas normal que l'État mette autant d'argent et que au niveau du commerce ou du détaillant ou du demi-grossiste, qu'on ne constate pas ces changements ou que chacun affiche ou exerce les prix qu'il veut. Donc, sans doute, nous allons aller vers un modèle avec beaucoup plus de contrôle, de vérification, afin de permettre que les efforts faits par l'État soient ressentis dans le panier de la ménagère. C'est ça l'instruction du président de la République. Cependant, auparavant, il faudra écouter tout le monde, il faudra échanger. Le nouveau ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises s'exprimait ce jeudi en marge de la 21e édition des Assises économiques annuelles organisées par le Mouvement des entreprises du Sénégal. Le thème choisi était la résilience du tissu économique sénégalais. À quelques semaines du Gamou, des agents du service d'hygiène, des volontaires recrutés par la mairie-ville de Tivaouane sont à pied d'œuvre pour une campagne de désinfection mais aussi de désinsectisation. Un important dispositif a été mis en place. La cité religieuse, vous le savez, n'avait pas organisé le Gamou depuis 2 ans à cause de la Covid. Le reportage est signé Charanta Diop et Saïla Tire. Plus de 200 personnes seront mobilisées par le service national de l'hygiène pour pouvoir procéder à des activités techniques de désinfection et de désinsectisation, mais également à une sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques d'hygiène en vue du Gamou de Tivaouane. La région de Thiès sera au nombre de 40. Des élèves agents d'hygiène qui sont au niveau de Khombol. Il y a la mairie de Tivaouane qui a mis à notre disposition donc 150 relais. Certains seront utilisés dans le cadre même donc, des opérations techniques, mais ils seront encadrés pour pouvoir faire donc, ce travail qui a l'habitude d'être fait par les agents d'hygiène. Il y aura une équipe qui va nous aider dans la sensibilisation des ménages. Les applicateurs qui vont guider les équipes techniques, donc vraiment pour que ça puisse aller très vite donc, dans les activités de désinfection et de désinsectisation. Ce dispositif très important mis en place fait suite à la crise sanitaire après 2 années perturbées par le Covid. Vous savez qu'il y a 2 ans que Tivaouane n'a pas organisé de Gamou. Le contexte qui prévalait est toujours là, bien qu'on a des cas de moins en moins de Covid. Donc, mais également on est dans le contexte de l'hivernage où on a des maladies qui sont liées à l'eau. Donc c'est compte tenu de tous ces facteurs que la brigade régionale vraiment a voulu contribuer donc, en faisant de telle sorte que les pèlerins qui vont fréquenter donc, Tivaouane lors du Gamou donc, ne puissent pas venir ici avec des maladies et qui puissent repartir aussi donc, sans rapporter aussi des maladies. Ces agents sanitaires vont traduire en actes tous les engagements pris lors des différentes rencontres, aussi bien au niveau du comité départemental de développement qu'au niveau du comité régional de développement. La région de Tambacounda s'apprête à recevoir la conférence territoriale prévue courant octobre. 30 priorités à l'ordre du jour, parmi lesquelles la construction de l'université du Sénégal oriental ainsi que la construction d'un hôpital de niveau 3. Tout de suite, les précisions de Mamadou Kassé, président du conseil départemental de Tambacounda et DG de la SICAP. Un hôpital de niveau 3, la réalisation de l'Université du Sénégal oriental et la promotion d'un hub logistique de la capitale orientale, ce sont là les 3 priorités du plan de développement départemental. Donc nous déterminerons 30 priorités. 3 priorités par commune, ça fera 27 priorités, et 3 priorités d'ordre départemental dans lesquelles nous prendrons en compte notamment l'hôpital de niveau 3, l'université du Sénégal oriental à Tambacounda et tout ce qui concerne le hub logistique de Tambacounda, c'est-à-dire le rail, l'aéroport et également la plateforme du port sec. Nous allons dès le mois d'octobre lancer le premier jet de la grande conférence territoriale qui réunira le conseil départemental et l'ensemble des communes. Je dis bien l'ensemble des communes. M. le maire Pabandé est là. Nous en avons parlé pour déterminer d'abord notre plan de développement départemental ensemble, parce que le plan de développement départemental concerne les communes, parce que le département est constitué par les communes. Nouvellement élus, les hauts conseillers des collectivités territoriales devront pleinement jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs des différentes collectivités territoriales de la région de Tambacounda, les mairies et conseils départementaux.
Allez, on parle environnement à présent avec la protection des écosystèmes des mangroves. L'aire marine protégée de Casabalantakunda bénéficie d'un nouveau projet destiné à réactualiser son plan de gestion et d'aménagement. Ce projet, financé par l'ONG United Purpose, va profiter à la région de Sédhiou. Sa finalité est de contribuer à aider l'État à respecter ses engagements en matière de protection de l'environnement. Lamine Ba, Lamine Mondjon. L'aire marine protégée du Casabalantakunda va voir son plan d'aménagement et de gestion réactualisé dans le cadre d'un nouveau projet financé par l'ONG United Purpose. Ce projet, dont l'objectif est de renforcer les écosystèmes fragiles de mangroves, a fait l'objet de partage à Niaguis pour réfléchir sur les modalités de mise en œuvre concertées. L'objectif principal est de renforcer la protection des écosystèmes fragiles des mangroves et aussi renforcer leur résilience. Nous avons en vue ce projet de réactualisation du PAG de l'ANP Casabalantakunda. Le plan d'aménagement et de gestion réactualisé va servir de feuille de route au projet qui va s'étendre à des zones de la région de Sédhiou, une première dans la catégorie des aires marines protégées communautaires qui va contribuer à aider l'État à respecter ses engagements en matière de protection de l'environnement. Nous avons pu intégrer, je peux même dire 6 communes qui ne faisaient pas préalablement partie de l'aire marine protégée. Donc l'aire marine protégée est partie d'un département à aujourd'hui même on peut dire 3 départements. Donc il faut dire que l'aire marine protégée est passée du simple maintenant au triple sur le plan superficiel. Et c'est ce qui est en phase même avec les engagements de l'État du Sénégal qui voudrait effectivement, dans l'objectif 11 Aïchi, qu'on puisse effectivement conserver ne serait-ce que 10% de notre ZEE. ZEE comprenait par là zone économique exclusive. Cette approche environnementale qui va être expérimentée au niveau de l'aire marine protégée aura des retombées positives dans la préservation de l'environnement. Ça permet à la ressource de se renouveler et ensuite de pouvoir préparer la durabilité de l'exploitation. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure le représentant du maire, ce n'est pas l'interdiction absolue de pêcher, mais des modes de pêche qui permettent aux populations de satisfaire leurs besoins aujourd'hui et de préserver la ressource pour les générations futures, ce qu'on appelle le développement durable. Ce sont des aspects techniques très importants que le projet met en place en harmonisation avec les populations. Les élus territoriaux qui ont pris part à la rencontre de partage sur les modalités pratiques de mise en œuvre du projet parlent d'un acquis de taille qui va sensiblement soulager les collectivités territoriales dans leur mission de protection de l'environnement. Prévue du 16 au 23 septembre, la Semaine internationale de la mobilité tire à sa fin. Nombreux sont les pays qui, pour marquer l'événement, décrètent des journées sans voiture ou troquent l'automobile contre le vélo. Au Sénégal, la célébration de cette semaine n'est pas à l'ordre du jour et vous verrez d'ailleurs dans ce reportage que les citoyens ne semblent pas encore prêts à se départir de leur véhicule, même s'ils admettent que cela ferait un grand bien à l'atmosphère à Faye. Une journée sans voiture vise à expérimenter dans le monde une journée de fermeture de la ville aux voitures. Cette journée est pour les piétons, les cyclistes et les transports en commun l'occasion de s'approprier l'espace urbain. Une telle journée au Sénégal semble impossible à organiser. Cette journée est impossible à célébrer dans ce pays. Marcher à pied de Keur Massar à Liberté 6 est juste impensable. Et si vous le faites, une fois arrivé à la destination, vous ne ferez rien d'autre que dormir à cause de la fatigue. Si vous ne prenez pas de véhicule, vous allez pédaler un vélo. Alors qu'il y a des personnes qui savent l'utiliser comme les handicapés. La faisabilité semble compliquée au Sénégal selon nos interlocuteurs. Actuellement, le Sénégal n'est pas si développé que ça pour organiser cette journée. Rendez-vous est pris très prochainement. Ce n'est pas bon pour l'économie du pays, car le carburant risque de ne pas être vendu. Et pourtant, d'aucuns pensent qu'il serait judicieux de l'organiser pour dépolluer l'atmosphère. La pollution, effectivement, elle nous fait du mal. Donc effectivement, je dirais que forcément, c'est forcément quelque chose de bien. Et ça sera toujours quelque chose de positif. On devrait même avoir des vélos électriques ici.
C'est une journée où chacun était invité à laisser son véhicule motorisé au garage pour profiter d'une ville autrement, en transport collectif, à vélo, à pied, en roller ou à trottinette. Allez, nous ouvrons la page culture de ce journal avec le président de l'association des cinéastes sénégalais et associés qui se prononce sur le différend qui oppose la maison de production Marodi à la direction de la cinématographie. Pour le cinéaste Moussa Touré, le réalisateur de la série Rebelle et son producteur, n'étant pas forcément en règle avec la législation, doivent accepter de négocier avec la tutelle. L'idée étant de donner l'opportunité à cette maison de production de corriger les manquements notés dans leur œuvre cinématographique. Nous écoutons Moussa Touré au micro d'Ibou Diouf. D'après ce que le réalisateur m'a dit, parce qu'il voulait que je réagisse en tant que président des cinéastes, je lui ai dit, au fait, je pense que vous avez tort. On a tort sur tous les plans. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est négocier. C'est ce que je lui ai dit. Et en fait, j'allais voir quand même quelques cinéastes et puis leur dire, voilà, il faut qu'on négocie pour voir. Parce qu'eux, ils m'ont parlé de confrontation, de ce qu'ils avaient fait. Mais j'ai dit, il fallait pas faire. Parce qu'il ne faut pas faire pour aller dans une confrontation de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on a fait. Non, 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 il ne faut pas tourner. Dans le monde entier, on ne tourne pas si on n'a pas d'autorisation de tournage. On ne le pas. En général, quand on t'interdit de tourner, on ne te donne pas une autorisation de tournage, on te dit le pourquoi. Parce que ça parle des rebelles, je pense, ça parle de la Casamance. C'est vrai que c'est sensible. C'est vrai que c'est sensible. Vous savez, moi j'ai eu le même cas avec le Fopika, le dernier film que je viens de faire là. Et moi je parlais de Kagame. J'ai demandé de l'argent. Eux, ils m'ont demandé d'enlever l'histoire de Kagame. J'ai refusé. J'ai pas eu d'argent. Point final. Donc, mais heureusement que le film, peut-être, probablement, ils vont l'interdire ici au Sénégal. Il va pas être vu. Probablement. Parce qu'ils ont, bon, peut-être ils vont le revoir et puis avoir un truc, notre truc. Mais moi, j'ai tourné le film, comment dirais-je, au Congo, RDC, où j'ai eu l'autorisation. Parce que même quand vous allez dans un pays où vous avez une autorisation, vous revenez dans votre pays, on vous interdit. Donc vous voyez les censures qu'il y a. Donc il faudrait quand même je pense qu'il faudrait quand même qu'on négocie de revoir les choses et puis de voir est-ce que la sensibilité elle est vraiment là à ce que ça blesse. L'ONG Jamra approuve, elle, l'interdiction de diffusion de la série Rebelle produite par Marodi. L'ONG islamique est en phase avec la direction de la cinématographie qui, selon elle, n'a pas autorisé ce tournage qui constitue une menace pour la cohésion nationale. Nous écoutons Mam Maktargue. Il était l'invité ce matin de Chérif Dia. Marodi, producteur de la série Rebelle, qui fait polémique, s'était conformé, n'est-ce pas, au premier acte consistant à formuler une demande d'autorisation de tournage. Mais après avoir examiné son synopsis, les responsables de la direction de la cinématographie, qui sont quand même des responsables, pour me répéter, se sont rendus compte que c'était en porte-à-faux avec les critères que je viens de vous définir. Et en toute légalité, ils ont opposé leur veto. Mais ils n'avaient pas fermé toutes les portes, parce que c'était sous réserve que Marodi accepte de revoir son scénario. Ce qu'ils ont refusé, au nom de quoi? Donc Jamra approuve totalement le fait que la direction de la cinématographie ait élevé le ton à travers une lettre adressée à Marodi le 8 septembre pour interdire la poursuite du tournage et exiger le retrait, n'est-ce pas, de la bande-annonce sous peine d'application de la loi. Parce que vous le savez, la loi donne l'occasion à la direction de la cinématographie de requérir les forces de sécurité pour saisir le matériel, les films et d'infliger une amende qui va de 3 à 10 millions en fonction du fait que c'est une série, un téléfilm ou un film. Comme Marodi n'a qu'à faire ce qu'il veut, actuellement en matière de surveillance des productions audiovisuelles, la coopération elle est universelle. Je viens de vous expliquer tout à l'heure ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais il s'y ajoute que ce n'est pas parce que vous avez investi 200 millions ou 200 milliards qu'on peut se permettre de faire du n'importe quoi et de porter atteinte
à la sécurité. Et dans notre rubrique hebdomadaire Les Bonnes Feuilles de la rédaction justement s'intéresse au livre de Sayer Matiba intitulé Prothèses poussiéreuses, le continent au cinéma. Dans ce récit, l'auteur donne la parole à 7 amis qui ont une passion commune pour le cinéma. Sayer Matiba, comme observateur, un fouilleur d'archives, compilateur, parle aussi de la question de l'identité culturelle, du récit parfois coloré, de thèmes provocateurs entre autres, et les notes de lecture sont signées Ibou Diouf. Un livre, un titre, tel une métaphore, un outil parfois indispensable qui peut être adapté ou pas, et la poussière, cette fois pour remonter l'histoire, mais aussi parler du cinéma. Pour moi, c'était important parce que c'est l'histoire de sept copains d'enfance. Ils ont grandi dans le cinéma, avec le cinéma dans une partie d'Afrique où il y avait des cinémas. Et donc, ils se sont revus 40 ans plus tard pour parler de ces souvenirs de cinéma. Donc, il y avait la poussière, il fallait dépoussiérer. Le cinéma était une prothèse, ce n'était pas notre culture, mais c'était quelque chose qui était là. Dans son ouvrage, l'auteur précise que sa plume n'est pas une caméra, mais il la voudrait mettre en scène. Le 7e art, c'est un moyen éducationnel. Par exemple, ces jeunes-là, qui sont devenus des adultes, ont beaucoup appris avec Sam Ben Ousmane, par exemple. Des leçons de morale, des films. Voilà, c'est ça. Le message, c'est comment vraiment être un citoyen, un bon citoyen, quelqu'un qui a du civisme, quelqu'un qui a de la culture à travers le cinéma. Sayer Matiba, dans Prothèses poussiéreuses, le continent au cinéma, rend hommage à la magie du 7e art. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que nous, Africains, particulièrement sénégalais ou africains du Sud, etc., nous avons en fait inventé le cinéma sans les instruments technologiques occidentaux. Parce qu'en fait, la façon de raconter nos contes, nos histoires, nous faisions des films. Le cinéma a eu des périodes de crise, n'est-ce pas, le numérique est venu, sa nature a changé, mais toujours ce qui est constant, c'est que c'est un outil culturel. À l'image de certains cinéastes, l'auteur emprunte un récit coloré, tour à tour, provocateur, le tout étant sous-tendu par un profond sens collectif de l'histoire. Et donc, il pourra avoir une continuité historique, une continuité esthétique, pour pouvoir dire qu'en fait, mais nous avons une culture riche, en fait. Ça ne date pas de maintenant. Donc, nous faisons de bons films, mais il y en a qui en ont fait avant. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en fait, l'image, c'est un livre d'histoire. Sayer Matiba, docteur en études cinématographiques, s'est fait connaître à travers ses ouvrages. En parlant de cinéma, l'auteur tente de retrouver ce temps passé, mais aussi parler de l'héritage cinématographique au Sénégal. Allez, un peu de sport avant de refermer cette édition. Sadio Mané déterminant dans la venue de Moussa Niakhaté au sein de la tanière. Le défenseur de Nottingham Forest qui a fait face à la presse soutient que le maître à jouer des Lions l'a appelé pour lui demander personnellement de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Nous écoutons Niakhaté au micro de la FSF TV. Sergio m'a contacté. Ça m'a touché. Déjà avant tout, ça m'a touché parce que je pense que c'est le joueur qu'il est. C'est pas simplement le meilleur joueur africain, c'est le meilleur joueur du monde. Quand un joueur comme ça, de ce standing, vient vers vous, voilà, pour tout le jeune Sénégalais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc non, il est venu vers moi, il m'a demandé est-ce que je comptais pour jouer pour le Sénégal, est-ce que j'avais la motivation pour défendre les Lions. Donc évidemment, je lui ai dit ce que j'ai sur le cœur. Et il a très bien reçu, il était très content. Et derrière, voilà, il en a parlé un peu au coach, je sais. Et voilà. Donc, non, quand Sadio il vient me voir, il me dit Moussa, j'aimerais que tu viennes nous aider parce qu'on a de grands objectifs. Ça m'a touché, ça m'a surpris, mais ça montre encore la personne qu'il est. Et puis, juste à titre de rappel, sachez que le Sénégal joue ce samedi en match amical contre la Bolivie. Ce sera au stade d'Orléans pour préparer la Coupe du Monde prochaine, en novembre 2022 au Qatar. Fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, vous retrouverez Binta Diawolo pour la deuxième partie du Soir d'Info. Elle reçoit ce soir M. Pape Alessi. Il est porte-parole de Tahaou Kayar. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et bon début de week-end à tous.